Il existe, quelque part, un lieu empli de mystères où la sorcellerie fait naître d'étranges mugissements. Craint par les anciens, cet endroit envoûtant se cache au détour d'un sombre et profond bosquet. Protégé par ses légendes ancestrales, il a traversé l'histoire en dissimulant dans ses entrailles ses secrets les plus obscurs. Personne, durant des siècles, n'a pu violer son antre. Et pour cause, on le connaît sous le nom de Creux des Tchnatch, le Krujna, le creux des sorcières. Le Krujna se trouve près de la ville de Porrentruy, en Ajoie, à la lisière d'une forêt entre Courtedoux et Chevenay. Et sous cette forêt, on trouve une grotte. Dans cette grotte coule une rivière souterraine. Et un beau jour, le plafond de cette grotte s'est effondré, comme c'est arrivé devant le terrain de foot de Courtedoux. C'était en 2012. On voit bien ici l'effondrement au milieu de la route. Au Krujna, l'effondrement a certainement comblé une partie de la rivière avant d'être nettoyé par le courant. On suppose que vers 1700, les habitants de la région ont construit un mur pour faire barrage à la rivière et comme ça pouvoir irriguer les champs. Il faut préciser qu'il n'y a pas de cours d'eau en Haute-Ajoie et à l'époque, l'ouest de Porrentruy n'était pas alimenté en eau. On peut voir encore aujourd'hui les vestiges de ce mur. Apparemment, le système n'a pas fonctionné et le mur a plutôt servi à retenir les gravats de la rivière souterraine. Du coup, le fond du Krujna s'est rempli de roches, de boue, pour atteindre l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Ici, avec les deux parties restantes de l'ancien mur, la boue, la roche. Voilà, maintenant je vous propose d'aller jeter un œil dans ce fameux Krujna et peut-être, qui sait, rencontrer quelques sorcières. Une visite dans le Krujna nécessite une préparation bien particulière. Il faudra d'abord maîtriser les techniques de la plongée sous-marine combinées à celles de la spéléologie. Une fois que vous serez à l'aise dans ces deux disciplines, que la météo s'annonce clémente pour les heures à venir, que vous aurez scrupuleusement contrôlé votre équipement, vous pourrez alors partir à la découverte de la Joulotte, la rivière souterraine qui alimente la résidence des sorcières. La température de l'eau se situe toute l'année entre 9 et 10 degrés. La visibilité, elle, dépasse rarement 2 mètres. À la différence de la plongée sous-marine classique, comme en lac ou en mer, ici, le plafond de la grotte empêche, en cas d'urgence, une remontée à la surface. Pour sa sécurité,
le plongeur spéléologue emmène avec lui au minimum 2 bouteilles d'air, au cas où. Même s'il palme le plus calmement possible, un plongeur, par l'expiration de ses bulles, détachera la vase collée aux parois, ce qui limitera rapidement la visibilité à quelques malheureux centimètres. Impossible alors de se repérer. Seul le fil d'Ariane permettra de retrouver la sortie. Une fois le siphon franchi, le grondement de la rivière souterraine résonne à travers les sombres galeries de la caverne. En remontant le cours d'eau chaotique, le spéléologue se plonge alors dans une ambiance tourmentée, un univers humide, obscur, où les lignes droites ont disparu, laissant place à la roche brute sculptée par l'érosion. Une architecture de la nature, faite de blocs massifs, d'arêtes tranchantes, d'argile glissant où, l'imagination aidant, il découvre 1001 formes. La progression se fait prudemment. Hors de l'eau, l'équipement de plongée se transforme en fardeau, lourd et encombrant. Il faut le préserver des chocs, éviter la glissade, pour retrouver, un peu plus loin, un nouveau plan d'eau. Après 250 mètres de galerie inondée, on arrive ici dans la salle Péronne, une salle qui a été nommée en souvenir d'Albert Péronne, un des précurseurs de la spéléologie dans le Jura. Dans les années 30, plusieurs tentatives pour franchir cette barrière aquatique ont échoué. Menées, entre autres, par Albert Péronne, des plongées ont été effectuées par des scaphandriers. On imagine bien les difficultés pour un plongeur équipé d'un casque, de chaussures de plomb, qui s'enfile sous l'eau dans l'obscurité en tirant derrière lui un tuyau d'alimentation d'air. Après les échecs compréhensibles de ces premières plongées, une tentative de pompage de l'eau a permis à Albert Péronne et à ses collègues de pénétrer environ 80 mètres dans le Kröjna, en partie asséché. Les explorateurs ont dû s'arrêter devant une nouvelle galerie complètement inondée. C'était en juillet 1934. Dans le cadre de la construction du viaduc de l'autoroute A16, un pompage identique a eu lieu en août 2000. On avait déjà commencé en 1999 les travaux de pompage. On pensait que pendant l'été, on allait trouver un créneau qui soit favorable, et puis on a eu un été pourri, ce qui fait qu'on s'est retrouvé même un jour avec les 3 pompes qui étaient au fond dans le trou, et puis tout était noyé, le Kröjna était en crue, les sourcières se sont rebellées. Puis on a recommencé en 2000, et puis c'est arrivé assez fortuitement parce que c'était plutôt un vendredi soir où on voulait tester le matériel, et puis on a pompé, puis le niveau est descendu quand même relativement vite. Et puis on s'est retrouvé dans la nuit du vendredi au samedi avec un Kröjna qui était vide sur une centaine de mètres, ce qui nous a permis d'aller faire les explorations, essayer de trouver aval qu'on n'a malheureusement pas trouvé, mais c'était une journée assez fabuleuse. Et puis on a pu, pendant une bonne journée, progresser là-dedans, faire la topographie, faire un petit dossier photo. Et puis malheureusement, on n'a pas trouvé la suite qui nous emmenait vers le viaduc du Kröjna pour savoir si une pile du viaduc était sur un vide karstique ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était une belle aventure humaine, en tout cas. Tous les gars qui allaient dedans, ils avaient un sac de survie avec de l'éclairage, du carbure, des piles pour 2 jours. Et puis, on avait un peu de bouffe
pour pouvoir tenir pendant 48 heures. On a disposé ces sacs le long de la cavité pour que les gens puissent, si les pompes tombaient en panne, rester derrière en attendant les plongeurs de la colonne de secours. Mais ça a bien tenu pour finir. Ces pompes sont extrêmement lourdes, mais elles sont aussi extrêmement fiables, donc on n'a pas eu de problème. Donc on était bien préparés, ça a bien joué, ça a bien fonctionné. Ouais. On s'en est bien sorti pour finir. Ouais. Les pompages des années 1930 et 2000 n'ont pas permis de vider les siphons du Krujna et de franchir à sec les galeries noyées. C'est à partir de 1974 que les plongeurs spéléologues autonomes se sont lancés dans l'exploration de la cavité à Joulotte. Ils découvrirent pour la première fois la salle Péronne le jour de l'an 1974. Pour la suite de notre visite, il y a encore une quarantaine de mètres à plonger avant d'atteindre les parties de la grotte qui, en temps normal, ne sont pas inondées. On se trouve ici dans la dernière partie aquatique du Krujna avant d'atteindre les galeries plus ou moins sèches. Alors une visite de la grotte, ça ne s'improvise pas. Il est impératif de toujours contrôler la météo. Un orage pourrait rapidement faire monter le niveau de l'eau et dans des passages comme celui-ci avec 40 cm entre le plafond et la surface, serait rapidement noyé. Lorsque la nature se déchaîne, que le ciel se déchire, que les éclairs et les orages grondent, l'eau de pluie s'infiltre alors dans le sous-sol de Haute-Ajoie pour rejoindre dans les entrailles de la terre la rivière souterraine, la Joulotte. Petit à petit, le niveau du cours d'eau augmente, grossit, double, quadruple. Quand il atteint un volume plus important que les galeries souterraines, il déborde au Krujna. Après ces fortes pluies, un torrent éphémère apparaît 300 mètres en amont du viaduc de l'autoroute A16. Il déverse alors ses mètres cubes d'eau au pied des arbres, habituellement secs. Pendant quelques heures ou quelques jours, il s'écoule dans la plaine de Courtedoux, inonde les pâturages, laboure la terre. On raconte que des hordes de taupes, de souris, de musaraignes fuient devant la vague qui avance rapidement en direction du village. Après des kilomètres parcourus sous terre, la Joulotte reprend vie à la surface. Tel un raz-de-marée, elle gagne du terrain, coule inlassablement dans son lit abandonné depuis les dernières pluies. La rivière transforme le paysage et vient frôler les murs des premières maisons. Elle se joue des obstacles qui tentent de ralentir sa course, de modifier son parcours. Avec les années d'expérience, on sait quand le Krujna va sortir, il faut entre 25 et 30 litres de pluie au mètre carré. Là, on peut s'attendre que le Krujna sorte dans les quelques heures, je dirais la fin de la pluie ou pendant la pluie.
quand on sait qu'ils annoncent, on sait qu'ils annoncent de la pluie, on essaye de vite faucher le lit du Krujna, au moins le lit pour pas qu'on perde la récolte. Par contre, il y a des années où, ma foi, tout vient inonder. Cette année, 2013, au printemps, on a eu l'eau dans toute la récolte de foin, ça a été tout inondé. J'ai une petite anecdote où une fois, avant midi, j'avais fauché l'herbe dans le lit du Krujna. Et puis quand j'ai voulu aller la charger après dîner, elle arrivait toute seule à la maison. Une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années déjà, quoi. Et puis par contre, pour le bétail, lui s'adapte. C'est déjà arrivé qu'on retrouve le matin toutes les bêtes dans l'eau. On peut traverser le lit du Krujna, je dirais, jusqu'à 40-50 cm de profondeur. Là, ils sont un petit peu réticents, mais ils traversent. Quand il y a des grandes crues, le plus haut que j'ai vu depuis une cinquantaine d'années, donc on ne voit plus les trous du pont où on se trouve actuellement. Et puis là, honnêtement, ça fait peur parce qu'il y a un débit, ça représente à peu près 1,50 m de hauteur de la rivière avec un débit énorme. Je dirais presque que ça fait peur, quoi. Une autre anecdote, quand on était jeune, où on faisait un radeau, puis tous les dimanches, vers le seau d'eau là-bas, on allait faire du radeau sur le Krujna, quoi. Ça, c'était quand on était gosse, quoi. Ça, c'est des petites anecdotes. Maintenant, ça se fait plus, quoi. Mais on a en a eu fait, quoi. Après avoir parcouru un peu plus de 4 km en plein air, la Joulotte entre dans la ville de Porrentruy. Elle y retrouve les eaux qui, elles, ont continué de couler sous terre pour jaillir dans une source située au cœur de la localité jurassienne. Ici, nous nous trouvons près d'une source que l'on désigne du nom de Beuchir et qui draine en quelque sorte l'eau de toute une grande région que l'on appelle la Haute-Ajoie. L'eau de toute cette région qui s'infiltre arrive en grande densité ici, avec un débit important. Un débit qui peut aller jusqu'à 2 mètres cubes à la seconde. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est nettement en dessous, c'est de l'ordre de quelques centaines de litres à la seconde. Le Krujna est en quelque sorte un trou qui, à travers toute cette région de la Haute-Ajoie, qui prend contact avec une rivière souterraine qu'on appelle la Joulotte, qui n'est pas encore totalement explorée, et qui fait un trou, un entonnoir de l'ordre de 15 mètres de profondeur, comme une espèce de trop-plein. Un trop-plein naturel, ce n'est pas l'homme qui l'a construit. Si bien que lorsque le débit devient important, dépasse en tout cas plus d'1 mètre cube seconde, eh bien ça ressort. Et puis là, on a une crue qui fait ce qu'on appelle le creux des Djna, le Krujna, qui aboutit ici en ville de Porrentruy, où nous nous trouvons maintenant. Les conditions météorologiques sont excellentes, il fait grand beau dehors, on peut continuer la visite. À 450 mètres de l'entrée, après 2 siphons et une partie aquatique, le Krujna se sépare en deux. Une courte galerie sur la droite permet de remonter la rivière avant d'atteindre rapidement une zone devenue trop étroite pour continuer. La Joulotte sort sous un amas de galets. Il faudrait creuser pour pouvoir explorer le cours d'eau plus en amont. Par chance, la galerie de gauche, aux dimensions importantes, permet de continuer la visite dans de meilleures conditions.
L'équipement de plongée n'étant plus nécessaire, on peut gravir plus facilement les dunes d'argile qui encombrent la galerie. En certains endroits, ces murailles de terre glaise peuvent atteindre 4 mètres de hauteur. Elles ont été formées et façonnées au cours des siècles par les crues successives. Un système de cordage et d'échelles souples installé récemment évitera une mauvaise glissade. L'ambiance de la grotte change. Loin derrière, le grondement de la rivière s'atténue peu à peu, devient murmure, avant de laisser régner le silence. Une grande partie du Kröjna est composée de galeries sèches, plus ou moins grandes, des galeries qu'on appelle également fossiles. Il y a plusieurs milliers d'années coulait ici la rivière souterraine qui petit à petit a trouvé des passages un petit peu plus profonds dans des galeries plus étroites, des galeries que nous n'avons pas encore explorées pour l'instant. Mais par forte pluie, les galeries sèches, comme ici, se remplissent complètement d'eau et la rivière souterraine recommence alors lentement son travail d'érosion qui peut parfois créer des effondrements. Durant l'été 2012, Gary Bernier, spéléologue à Joulot, est appelé pour explorer un nouveau gouffre. La route de contournement de Courtedoux s'est effondrée. Une dizaine de mètres sous le bitume, Gary constate que l'effondrement a comblé la base du gouffre. Impossible donc d'atteindre la rivière souterraine. L'ouverture sera sécurisée et fermée par un couvercle en fonte. Dans le vaste souterrain qu'est le Kröjna, le silence a dû laisser la place au grondement de la rivière. Une zone d'effondrement encombre la partie amont de gros blocs calcaires. Plus étroite, cette partie demande quelques contorsions et plusieurs bains forcés avant d'atteindre un espace plus confortable. Le fonctionnement de cette grotte jurassienne n'est pas encore complètement élucidé. De nombreux points d'interrogation persistent. Peut-être que les explorations futures répondront à certaines questions restées, pour l'heure, sans réponse. Eh bien, c'est ici que se termine notre visite du Kröjna, à environ 900 mètres de l'entrée. Sur la dernière partie du parcours, on a retrouvé la rivière souterraine qui nous avait abandonnés pendant quelques centaines de mètres pour aller couler dans des galeries encore inexplorées. La suite de la grotte se trouve sous ce plan d'eau. Alors, pour continuer l'exploration, eh bien, il va falloir transporter jusqu'ici l'équipement de plongée. Ce sera le but d'une prochaine visite. La valse perpétuelle des saisons a repris son cours, privant les spéléologues de toute visite. Sous terre, le Kröjna a retrouvé sa silencieuse quiétude et la Joulotte coule, comme elle coule depuis des millénaires. Elle déborde, de temps à autre, au rythme capricieux de la pluie et du beau temps. Elle apparaît, puis disparaît. À la vue de ces eaux turquoises, nous oublions vite, trop vite, que la rivière souterraine a servi, et sert encore, d'égout pour certaines localités de Haute-Ajoie. Mais la nature sait se montrer clémente face aux erreurs de l'être humain. Aujourd'hui, l'alchimie de l'homme a réuni l'ancestral Kröjna à un viaduc contemporain. Mariage insolite où l'ouvrage d'art s'unit au chef-d'œuvre de la nature. Union consentie par la bonne grâce des sorcières. Une dernière crue,
et puis le temps s'améliore. Les prévisions météorologiques annoncent beau fixe et grand soleil pour les prochains jours. Une fois que le niveau d'eau aura baissé, que les galeries sèches ne seront plus inondées, l'exploration du Kröjna pourra reprendre pour comprendre le fonctionnement de la grotte, pour élucider le mystère du parcours de la Joulotte, pour découvrir de nouvelles galeries. Encore plus loin, encore plus profondément, l'aventure continue.